ravi de vous retrouver sur Djoliba TV News. Le programme que vous suiviez, c'est Faits marquants. Faits marquants, c'est cette émission qui donne la parole aux acteurs de faits marquants de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler d'environnement. Le dérèglement climatique est une réalité partout à travers le monde. La cause serait due à un comportement abusif des humains. Mais bonne nouvelle, car ces mêmes humains peuvent agir pour améliorer le climat. Au Mali, dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, une compétition a été organisée par le Cercle des Amis pour la protection de la santé de l'environnement, CAP-SE, et la Fondation Santé et Environnement, qui a été accompagnée par l'État, qui a décerné des prix à 5 catégories, parmi lesquelles une icône de la médecine traditionnelle malienne. Nous recevons professeur Rokia Sanogo. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur Rokia Sanogo est coordinatrice du programme thématique de recherche de pharmacopée et médecine traditionnelle africaine du CAMES et pharmacognosie. Professeur Sanogo est la première femme agrégée et professeure titulaire du CAMES en pharmacie au Mali. Elle enseigne la pharmacognosie, la phytothérapie et la médecine traditionnelle à la faculté de la pharmacie de l'Université des sciences, des arts techniques et technologies de Bamako. Ses activités de formation, de recherche et de développement en médecine traditionnelle lui ont permis d'encadrer plus de 100 thèses, publier 90 articles scientifiques sur les plantes médicinales et développer des phytomédicaments. Et ce sont des données qui datent un peu plus longtemps. Actuellement, quelle est l'actualité du professeur Sanogo? Voilà. Bien, merci de cette présentation. Donc, vous avez dit, moi, je suis enseignant-chercheur en pharmacie. Et présentement, je suis la directrice générale de l'Institut national de recherche sur la pharmacopée, la médecine et la pharmacopée traditionnelle, qui vient de voir le jour. Et voilà, donc, et les données que vous avez données, nous avons avancé, on a avancé. Et aujourd'hui, on a les publications, on est à 112 publications, voilà. Donc, ça, c'est une mise à jour pour les étudiants. Bon, ce que vous avez dit, c'est plus de 100 thèses, bien sûr. D'accord, professeur. Le sujet qui nous unit aujourd'hui, c'est l'environnement. Et vous êtes parmi les lauréats de CAPSE qui ont été primés juste la semaine dernière. Et vous êtes présenté avec un projet de jardin. Pouvez-vous nous en parler un peu plus de ce jardin et qu'est-ce qu'il constitue? Voilà, merci. Effectivement, nous saluons cette occasion du Club des Amis de protection de la santé et de l'environnement. Et quand j'ai reçu l'appel à candidature, j'ai dit, nous avons un instrument qui est le jardin expérimental que nous avons au niveau de notre institut. Et j'ai dit que ce jardin est un bon lien entre la santé et l'environnement. Et donc, c'est ainsi que nous avons postulé. Nous avons postulé pour la catégorie recherche et innovation. Catégorie recherche et innovation, parce que nous sommes une institution de recherche. Et au sein de notre institution de recherche, on a un jardin de 1 hectare qui a plus de 200 espèces de plantes, notamment des plantes médicinales. Un jardin qui a été créé depuis 1984, donc qui a 40 ans. Et l'Institut même, à l'origine, est créé depuis 1968. Et donc, c'est le lieu de rendre hommage à mes prédécesseurs qui ont pensé, en plus de créer une institution de recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle, de mettre un jardin expérimental. Et ce jardin est un jardin qui nous sert pour faire la recherche. La recherche, c'est-à-dire pour faire des essais de culture de plantes. Et dans ce jardin, nous cultivons des plantes médicinales qui servent pour la préparation des médicaments à base de plantes. Parce que nous, notre institution, fait la recherche. Donc, nous utilisons le jardin pour la culture de certaines plantes médicinales. Mais quand on parle de 200 espèces, ça veut dire que c'est un espace de conservation de la biodiversité
Et c'est un jardin qui nous sert également de lieu de formation, parce que nous recevons des étudiants en pharmacie, mais des étudiants des différentes facultés, même des élèves. Et là, ça sert un espace aussi pour leur montrer des plantes au lieu d'aller en brousse au niveau de notre... Donc, nous avons pensé que plantes médicinales, jardin, donc culture, restauration et environnement. Donc, on est ensemble au plein centre de Bamako et nous sommes à Sotuba, dans la zone de Sotelko. Donc, voilà pourquoi nous avons postulé et nous avons mis en avant ces différentes fonctions de ce jardin et ce qui a fait que nous avons été primés. Et nous remercions ceux qui ont organisé ces prix et les autorités aussi qui nous ont décernés lors de la cérémonie. Voilà. D'accord, on va permettre aux téléspectateurs de suivre un extrait de votre discours après avoir reçu ce prix. Et on rappelle que vous parliez au nom de 5 lauréats. Si la régie est prête, on va suivre l'extrait du discours du professeur Rokia Sanogo. Parce qu'il existe 1 hectare de jardin au sein de notre institut. On passe devant, personne ne sait. Il y a un jardin de 1 hectare avec 200 espèces. J'ai dit, ce jardin expérimental est une opportunité et un espace concret de conservation de plus de 200 plantes médicinales au profit de la santé, protection in situ des plantes médicinales, culture de plantes médicinales, amélioration d'espèces, régénération, préparation des semences pour les praticiens de santé, formation d'étudiants, éducation, environnement des élèves, les gens viennent en visite chez nous, renforcement des capacités de femmes et visite écotourisme. J'aimerais que nous soyons à l'écoute de nos traditions. Nos ancêtres sont des environnementalistes, qu'on recense nos pratiques locales, les interdits, mais le respect. Et j'aime dire que pour récolter une plante, on s'adresse à la plante. Voilà, c'était là l'extrait du discours du professeur Rokia Sanogo. On retient la dernière phrase. Vous demandez à tout un chacun de revenir à l'école des ancêtres qui étaient tous naturalistes. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, la résilience de l'Afrique, la résilience au Mali, passe par un retour aux valeurs traditionnelles, aux valeurs endogènes. Parce que quand on regarde, l'homme vivait avec son environnement en protégeant. Donc, moi, dans mes recherches, j'ai dit que nous devons être à l'écoute des anciens. Et si on est à l'écoute des anciens, on va aussi valoriser les approches. Donc, quand on prend l'environnement, quand on me demande de mener des activités de conférences, bon, je vais sur le terrain de mes ancêtres. J'ai dit que mes ancêtres, ils respectent la nature. Ils respectent la nature en s'adressant à la nature. Je parlais, par exemple, dans le cadre des plantes médicinales. Pour récolter une plante médicinale, on va s'adresser à la plante. On va prononcer des incantations souvent, mais c'est une manière de considérer la plante comme un être vivant, comme un vivant. Voilà. Ensuite, quand on regarde aussi, il y a des pratiques traditionnelles comme les bois sacrés, qui sont des espaces de biodiversité, et il y a des règles traditionnelles, et on ne peut pas toucher à tout moment. Et il y a des espèces qui sont dans ces bois sacrés qu'on ne peut pas récolter. Et quand on regarde également, souvent il y a des plantes spécifiques selon le genre. On dit ça, ces plantes, les femmes peuvent récolter, il y a des plantes pour les hommes. Et ensuite aussi, j'ai constaté que dans les méthodes de récolte, on va vous demander par exemple, il faut, quand vous devez récolter une plante, bon j'ai dit du ngundier par exemple, ngundier beaucoup de gens connaissent comme plante médicinale, on dit que c'est la première des plantes, on dit il faut compter des pieds de ngundier, en allant vous allez compter 7, au retour vous allez compter 7, et c'est sur le 15e pied qu'il faut récolter. Quand on regarde de près,
ça veut dire qu'on évite qu'on récolte le premier pied de la plante. Donc, ce qui va faire qu'au fur et à mesure qu'on va faire la récolte, on va préserver des espèces. Donc, aujourd'hui, il y a un ensemble de pratiques que nous devons écouter, que nous devons observer pour éviter de détruire l'environnement. Donc c'est pour cela, je pense qu'il faut retourner à nos pratiques traditionnelles. Et également, la plante était récoltée chacun avait sa plante. Ce n'est pas la même plante. C'est-à-dire? Chacun avait sa plante, c'est-à-dire que quand vous partez chez un praticien, quand il vous consulte, il va vous donner une plante. Ce n'est pas forcément que la plante qu'on me prescrit, que c'est la même plante qu'on va prescrire à une autre personne. Donc cela va éviter une exploitation excessive d'une seule plante. Donc ce n'est pas l'esprit du marché, mais c'est l'esprit de chacun qui peut avoir une plante selon la femme, selon les enfants, selon l'âge, selon la pathologie. La sélection des plantes est diversifiée. D'accord. Aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons de déforestation et autres, quel apport cela peut apporter et en quoi cela pourrait pousser un individu, par exemple, à aller vers la plantation des arbres et à aller protéger les arbres? Bon, aujourd'hui, dans notre pratique, quand nous discutons avec les détenteurs de ce savoir, les praticiens de santé, ils sont les premiers à être intéressés à la préservation de la biodiversité. Parce que la majorité des traitements proviennent des plantes. Et donc, aujourd'hui, dans notre processus de valorisation de la pharmacopée, ceux qui constatent que des plantes sont en voie de disparition, c'est les tradithérapeutes. Nous nous rendons compte parce qu'avant, on trouvait, moi je parle de Sotiba, quand je faisais ma thèse dans les années 89-90, j'ai récolté toutes les plantes médicinales dans la forêt classée de Sotiba. Mais aujourd'hui, la forêt classée de Sotiba n'existe plus. Nous avons les maisons qui sont construites. Donc aujourd'hui, le tradithérapeute qui a besoin des plantes a des difficultés de trouver les plantes. Donc il a un intérêt d'introduire les plantes médicinales. Donc l'approche pour eux d'abord, c'est de protéger ce qui existe. Mais en second lieu, c'est introduire dans leur environnement des plantes qu'ils ne trouvent plus. Donc on a les associations de thérapeutes qui ont des champs, des plantes médicinales, et donc ils introduisent. Mais également, nous avons vu que des plantes médicinales qui servent ou qui ont une grande valeur pour traiter ont été cultivées par des praticiens de santé. On a un exemple, on a une plante médicinale qu'on utilise pour faire un médicament. La plante vient de la zone de Kolokani, mais pour l'intérêt de cette plante, nous avons vu des thérapeutes, des praticiens de santé de la zone de Zégua qui ont cultivé. Et ça a réussi. Et ça a réussi. Et puis aussi, on a eu un travail au pays d'Ogon. Il y avait 5 plantes qui ont une valeur importante. Et les tradithérapeutes, il y a eu un projet par le Fonds environnemental mondial, une ONG italienne. En son temps, ils ont réintroduit ces plantes-là au pays d'Ogon. Et donc, il y a aujourd'hui, les praticiens de santé vraiment ont un intérêt à ce qu'on puisse cultiver les plantes. Donc, ils ont des jardins. Nous, on a nos jardins ici, mais il y a beaucoup qui ont des jardins également à leur niveau. D'accord. Vous avez aussi, dans la même lignée, dit que la pharmacopée lie tout. Oui. En quel sens? Alors, la pharmacopée, moi j'ai dit, c'est notre culture, c'est notre santé, c'est notre économie, notre futur. Alors, c'est dans le processus de la valorisation de la pharmacopée, nous partons de la culture. Donc, je parle des praticiens de santé, c'est les détenteurs, c'est les détenteurs de connaissances traditionnelles transmises de génération en génération. Donc, je parle culture, je parle transmission du savoir. Et maintenant, ils vont dire, quand vous allez voir un thérapeute, il dit, bon, je soigne le palu avec une plante. Donc, plante,
on va aller dans l'environnement, on va récolter la plante. Donc cette plante-là, quand on a besoin, aujourd'hui on est en train de parler de le planter, restaurer l'environnement. On n'est pas en train de parler de le cultiver, donc l'agriculture. Donc après, nous, cette plante, on va l'identifier. Une fois que c'est identifié, nous allons rentrer au labo pour analyser cette plante. Donc on va faire la recherche. Et à partir de la recherche, on va étudier l'efficacité, l'innocuité et la qualité. Et après, on va proposer un médicament. Donc un médicament à base de cette plante-là. Et j'ai dit que notre institut, nous avons mis au point des médicaments, et 7 sont sur la liste des médicaments essentiels. Hein? Par exemple, le médicament le plus connu par les gens, plus apprécié, c'est le sirop Balembo. Voilà, donc on a le sirop Balembo, on a d'autres produits, on a 7 qui sont là. Donc, une fois qu'on fait tout ce travail, la plante, on a mis au point un médicament. Ce médicament doit être, donc va contribuer à l'offre de soins, donc santé. Hein? Donc, mais déjà pour la production du médicament, hein, le médicament, il est produit, donc industriel, production industrielle. Le médicament, il est distribué. Le médicament est dispensé au niveau des pharmacies. Et donc, ça contribue à créer de l'emploi, ça contribue à un développement économique. Donc moi, je pense que la chaîne de valeur de la médecine traditionnelle permet de lier beaucoup de choses. Donc, on parle de protection de l'environnement, c'est autour des plantes. Donc, c'est pour cela que j'ai dit qu'aujourd'hui, il est important de créer un lien avec entre la tradition, responsabiliser les communautés traditionnelles pour que, au lieu de cultiver les cultures de rente, on peut cultiver les plantes médicinales. Il y a un potentiel marché. Voilà, donc pour moi, c'est un secteur multidisciplinaire. D'accord. Voilà. Et revenons au jardin, vous cultivez plus de 200 espèces d'arbres. Est-ce que ces espèces sont tous uniquement dans le domaine de la santé, ou est-ce qu'il y a d'autres usages qui sont faits de ces 200 espèces? Alors, les jardins, c'est un espace naturel qui a été protégé. Donc, c'est un jardin créé. Je vous ai parlé que Sotiba était une forêt classée. Tout à fait. Donc, au sein de notre institut, donc, on a ce jardin qui est un jardin, nous on parle de jardin expérimental, mais les 200 espèces qui sont là, c'est des espèces, en gros, qui sont des espèces naturelles. Sont des espèces naturelles. En gros, c'est des plantes. Bon, on a le baobab, on a le caïcédra, on a le capoquier. Voilà, donc on a les plantes classiques qu'on peut trouver dans une forêt, où on dit jardin, qui sont là. Mais on a des herbacées aussi. Les plantes que nous utilisons, on a du ngolobé, on a des nganimba, on a des kosafne, ainsi de suite. Donc c'est des plantes pour nous, surtout médicinales. Voilà, on a des herbes aussi. Bon, et puis il y en a, mais qu'on introduit. Par exemple, qu'on n'a pas dans le jardin, on va prendre des échantillons. Et avec des forestiers, on travaille beaucoup avec l'IR, l'IPR, et puis on peut amener des échantillons pour faire des pépinières, et puis ensuite on va les planter. Voilà. Donc, en gros, nous, c'est les plantes médicinales. Ils peuvent avoir d'autres usages. D'accord. Et c'est autre usage. Une fois, un de mes collègues que je salue de passage, Bakoroba Nyari, me disait, quand on parlait de la tradition, il m'a dit, j'ai été surpris quand on m'a dit qu'il y a des plantes qui peuvent aider à chasser les insectes. Est-ce que vous confirmez cela? Ah oui, nous confirmons cela. Et pendant l'hivernage, notre institut, notre jardin est rempli d'une plante qu'on appelle soukola. C'est une plante qui chasse les moustiques. Et nous avons mené des recherches également sur les plantes insecticides. Les plantes peuvent avoir beaucoup d'usages, on a dit médicinales, mais on a participé par exemple à un projet avec l'IR de Sikasso sur les plantes utiles aux communautés. Et dans ces plantes utiles aux communautés, la majorité des plantes étaient utilisées comme médicinales par les populations, mais il y avait les plantes alimentaires. Mais les plantes biopesticides, c'est-à-dire des plantes
C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut être à l'écoute de la tradition. Ouais. Les cotonculteurs ont des plantes qu'ils utilisent comme biopesticides, donc contre les insectes, mais également comme pour améliorer la culture. Donc les plantes insecticides, on a fait des recherches pour lutter contre, parce que lutter contre les maladies également, c'est lutter contre les insectes qui transmettent la maladie. Même contre les moustiques, on a fait, il y a des plantes qui contiennent des substances qui sentent, qui ont une certaine odeur, qui chassent les insectes. Mais il y a également des plantes qui contiennent des substances amères qui sont anti-appétissants. Anti-appétissants pour les insectes. Donc, qui sont des plantes qui font que les insectes, on peut les utiliser contre les insectes. Non, c'est un secteur sur lequel moi je pense qu'on ne fait pas beaucoup de recherches. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver ces astuces ou bien ces produits dont vous parlez, ces plantes-là? Bon, ces plantes sont dans la nature. Hein. Quand je parle de plantes insecticides, le sous-collant, c'est une plante qui pousse pendant l'hivernage. On a beaucoup cette plante. On peut cueillir les branches qu'on peut mettre dans sa chambre. Hein, ça chasse les insectes. On a des plantes insecticides comme les citronnettes. On a les plantes insecticides comme les chou-collants, l'autre chou-collant aussi. Donc, c'est des choses qu'on trouve dans la nature, mais c'est des plantes herbacées. C'est des plantes qui sont liées. Ce sont des plantes herbacées qui disparaissent après l'hivernage. C'est pour cela il est intéressant aujourd'hui, là que je parlais de culture, de plantes médicinales par les femmes. Et surtout, les plantes herbacées. C'est-à-dire c'est des herbes que nous avons besoin pour soigner, mais qui sont détruites par l'agriculture. Ils vont mettre des produits qui éliminent les herbes. Alors que pour nous, c'est des herbes médicinales. Wow. Vous voyez? Donc c'est pour cela aussi, pour tout secteur, je suis allé parler avec les gens de l'agriculture pour dire qu'il y a des herbes que nous, on a besoin. Il ne faut pas mettre des herbicides. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est pour cela, il y a beaucoup d'aspects qui sont liés. D'accord. Oh, j'ai comme l'impression que vous avez lu dans ma pensée, c'était la question suivante, la culture des plantes médicinales avec les femmes. Pourquoi spécifiquement les femmes? Oui, bon, moi, dans mon travail, bon, la culture des plantes sont effectuées, j'ai dit, les praticiens de santé, c'est des hommes, c'est des femmes. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que beaucoup de femmes sont des femmes herboristes et c'est elles qui, certaines plantes que nous récoltons, c'est elles qui récoltent et viennent nous vendre. Il y a des hommes. Et dans nos marchés aussi, on a beaucoup de femmes herboristes. Tout à fait. Bon, donc pour nous, les herbacées que je vous dis, j'ai dit on peut joindre l'utile à l'agréable. Nous, on a besoin de ces plantes. Il y a des associations de femmes qui souvent nous demandent accompagnement. Donc, j'encouragerais que par rapport à la promotion du genre, à l'autonomisation des femmes, on peut mener des activités liées aux plantes médicinales. Donc, pour moi, j'ai toujours été d'avis qu'il faut créer des activités économiques autour des plantes médicinales pour que les gens en voient un intérêt. Et là, en termes de préservation de la nature, on a fait un projet. Et je crois que peut-être il faut que j'en parle avec les femmes herboristes. Avec les femmes herboristes. Et le projet, on l'appelait Femmes et Plants. Parce que quand on regarde, on va dans nos marchés, on a constaté qu'on récolte les plantes, on vient les vendre le matin et après le reste on jette. Donc on a mis en place un travail de renforcement des capacités des femmes herboristes, des herboristes en général, mais en majorité des femmes, pour les bonnes pratiques de récolte, de séchage et de conservation. Parce que quand une plante médicinale est récoltée, séchée, bien conservée, il peut garder la plante peut garder les vertus thérapeutiques pendant 2 ans. Wow. Et donc, de cette manière-là, on n'a pas la pression sur la biodiversité. Et donc, ce travail que nous avons eu à faire, après le renforcement des capacités, au lieu de vendre les plantes sur les étables et par terre, nous sommes allés
on a fait un projet de donner des kiosques aux femmes herboristes. Et donc, ces femmes herboristes qui ont des kiosques, et on a même discuté avec les mairies pour trouver des espaces dans certains marchés, notamment à Fadjigila, pour que les femmes placent les kiosques. Et là, un travail que nous avons fait, voilà, après, qu'on a eu les femmes et les plantes, où on a aussi les femmes herboristes qui ont été renforcées à Bamako et à Ségou, et après aussi avec une blouse. Donc ça donne une autre image à ces femmes-là. Donc on a fait un travail vraiment d'autonomisation de la femme liée, les femmes herboristes, liées à ces pratiques-là, avec des kiosques, avec leur nom écrit là-dessus, avec des blouses. Donc c'est des aspects pour moi de valoriser le travail des femmes autour des plantes. Et on a fait toutes des études, toute une économie que les femmes ont. Et dans ce projet également, nous sommes allés, on a renforcé leur capacité en termes de finances. Et on les a donné un fonds qu'elles ont mis à la BNDA, par exemple, à la banque. Et qu'elles-mêmes, elles prennent, parce qu'il y a des moments où on trouve certaines plantes qu'elles vont acheter pour le moment où on ne trouve pas. Et donc, mais c'est de l'argent qu'elles-mêmes, elles se prêtent. Après, les intérêts vont être ajoutés. Donc, c'est tout un ensemble de travail et que nous avons effectué avec les femmes. Donc, c'est pour cela que je mets en avant ce travail des femmes. Surtout, déjà, je vois beaucoup de photos là-dessus. Ces femmes, elles sont toutes de Bamako ou non, Bamako et Ségou. Bamako et Ségou, on a fait ce projet à concerner Bamako et Ségou. Et donc, dans le livre, on a voulu mettre la photo de chaque femme. C'est aussi donner la visibilité à ces femmes-là. Tout à fait. Où est-ce qu'on peut trouver le livre? Bon, le livre, c'est notre ONG et puis c'est fait en collaboration avec la Fédération des associations, la Fédération malienne des associations des thérapeutes et herboristes. Pour cette copie, je vais vous le laisser tranquillement. D'accord, voilà, d'accord, ça nous fera plaisir. Voilà, et ça nous permettra de faire un peu la promotion. Oui, c'est ça. Alors, vous, tout au long de la discussion, vous disiez l'intérêt qu'il y a d'associer l'environnement à tout un chacun. Et c'est là, comment est-ce qu'on peut arriver à ce résultat? C'est de voir l'utilité de l'environnement pour la population. Et aujourd'hui, quand je parle de lier, moi j'ai toujours été d'avis qu'il faut lier les activités économiques des populations, des femmes, des communautés locales. Il faut faire un renforcement de l'économie locale, un renforcement de la santé, un renforcement de l'alimentation. Il y a aussi les plantes qui sont aussi des plantes alimentaires, qui sont alimentaires et médicinales. Aujourd'hui, je suis dans la valorisation de la pulpe de fruits du baobab, les iramougou. Contre la diarrhée des enfants, on peut faire la solution de réhydratation. Donc, il y a des femmes qui travaillent sur cela, donc faire une filière. Donc, moi, je pense que si nous voulons bien préserver l'environnement, il faut qu'on mette en avant l'utilité de l'environnement. Comme ça, les gens vont protéger pour l'intérêt qu'ils ont. C'est la même chose que j'ai dit des tradithérapeutes. D'eux-mêmes, ils ont créé des jardins. Les tradithérapeutes, ils ont fait des champs. Et les tradithérapeutes, ils se sont mis à cultiver des plantes médicinales. Et voilà, donc, moi, je pense qu'il faut voir, il faut créer une économie autour de l'environnement. Et comme ça, on va préserver pour ce qu'on a. Et bon, l'autre élément aussi pour nous, de la recherche, je parle de recherche, parce que quand vous regardez, bon, peut-être c'est l'occasion de dire en médecine traditionnelle, on dit que la force, c'est dans les racines. En médecine traditionnelle. En médecine traditionnelle, c'est-à-dire qu'on dit que la force de la plante, c'est dans ses racines. Et donc, il y a beaucoup d'utilisation des racines. Et donc, nous, dans la recherche, pour préserver la plante, parce que l'utilisation de la racine peut tuer la plante. Il y a des textes même du Mali de protection des plantes qui disent qu'on ne peut pas faire la production industrielle avec les racines, sauf si vous cultivez. Donc nous, dans la recherche, quand une racine est utilisée, on va récolter toutes les parties de la plante, on rentre dans le labo, on va analyser et on va étudier et on va faire une étude comparative. Racines, écorces, feuilles, mais souvent même fruits.
Et donc, si on trouve la même activité, donc on va privilégier, par exemple, les fruits au lait de la racine. Si on trouve que les feuilles sont plus efficaces, on va privilégier les feuilles au lieu d'utiliser la racine et l'écorce. Oui. Donc, il y a tous ces aspects qui sont des méthodes pour préserver la biodiversité. D'accord. D'accord. Ce que vous dites est intéressant. Et vous avez aussi fait mention de l'intérêt que la presse aurait de s'investir massivement dans ce domaine. Quel peut être l'apport de la presse dans ce combat-là pour l'environnement? Bon, pour moi, la presse peut beaucoup nous aider. Beaucoup nous aider. Mais si la presse veut nous aider, c'est toujours écouter les expériences positives. Par exemple, aujourd'hui, nous venons d'avoir cette distinction. Oui. Le ministre de l'Environnement a dit qu'il va accompagner tous ceux qui ont eu le prix. Donc, avec la fondation, par exemple, et la presse, déjà Koulibaly, qui a eu le prix pour la communication, a dit qu'il va venir faire un service. Et voilà que je suis là. Oui. La presse est en train de faire un service. Moi, je pense qu'il est important de passer en revue les expériences positives qui existent, et la presse va diffuser ça au lieu d'être dans l'événementiel seulement. Parce que la plupart du temps, on est dans l'événementiel, mais on peut aujourd'hui, toutes ces choses que moi je viens de dire, et vous n'êtes pas au courant, on peut petit à petit, ces différentes expériences, par exemple, je vous ai parlé de ce projet qui a été fait dans les années 2000 ou dans les plateaux d'Ogon. Oui, et il y a des jardins dans beaucoup de villages d'Ogon aujourd'hui. Et il y a des activités liées aux praticiens de santé, donc à la médecine traditionnelle. Donc ce serait intéressant que la presse puisse voir cela, aller voir cela et puis écouter même les praticiens, et pour encourager la valorisation du travail. Nous avons fait aussi une action qui me vient en tête, c'est qu'on a organisé des voyages entre les praticiens de santé du sud, de la zone de Kadjolo. On a organisé un voyage à Banyangara. Parce qu'au sud, on a beaucoup de plantes. Mais à Banyangara, on n'a pas de plantes. Donc, on a, pour encourager les tradithérapeutes du sud à mieux préserver leur biodiversité, on les a fait voyager pour aller à Banyangara, parce qu'à Banyangara, il y a des plantes qu'ils ont qu'on n'a pas. Et donc, c'est là que d'ailleurs, on a fait la culture de ces plantes-là dans la zone de Banyangara. Donc, c'est depuis longtemps que nous sommes dans un processus d'approche, nous sommes dans des approches pour amener les tradithérapeutes à comprendre que sans plantes, il n'y a pas de médecine traditionnelle. Tout à fait. Voilà. Donc la presse peut nous aider à faire connaître ces expériences, et ça va encourager ceux qui sont impliqués. D'accord. Sans plantes, il n'y a pas de médecine traditionnelle. Non, et sans médecine, la vie aussi est très compliquée. Voilà. Même la pharmacie moderne travaille avec des plantes. Et y a-t-il des questions que je n'ai pas évoquées que vous aimeriez aborder ici? Les questions que vous avez, nous aujourd'hui, c'est que je suis de l'Institut national de recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle, et c'est un institut où nous menons la recherche sur la valorisation. On a ce jardin qui nous sert d'élément de départ en termes de plantes. Nous menons la recherche, mais après on fait de la recherche-action, c'est-à-dire que les gens viennent en consultation aussi chez nous. Il y a une offre de soins au niveau de notre structure. Et par rapport à la valorisation de la médecine traditionnelle, on aimerait que les gens s'adressent aux professionnels. Éviter l'automédication. Parce qu'aujourd'hui, chacun, les informations circulent. Et là, les informations circulent même sur les réseaux sociaux. Mais je vais demander à ceux qui nous écoutent de se méfier. Parce qu'une plante, selon le moment de récolte, une plante, selon le lieu de récolte, une plante peut changer de vertu. Il y a des plantes qu'on ne doit jamais consommer fraîches.
Il y a les plantes, il faut sécher. Et il y a les plantes, si vous ne séchez pas à l'ombre, vous perdez les principes actifs, ce qui est utile dans la plante. Donc, lancer les noms, les gens qui recensent les noms des plantes comme ça, dire telle plante fait ça, et je crois qu'il faut se méfier. Il y a des plantes, nous, on les utilise séchées. Donc, je vais inviter les gens à s'adresser aux structures professionnelles. Il y a l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle, c'est l'ex-département médecine traditionnelle. On est à Sotiba et là, il y a des médecins qui consultent et nous avons des produits qui ne sont pas encore dans les officines qu'on peut prescrire, mais on a nos 7 produits également qui sont dans les officines et si vous permettez que je puisse dire que voilà, donc on a 7 produits, le balembo, le sirop balembo qui est un antitussif qui est préparé à partir d'une plante qui s'appelle balembo en bambara, et on a le dicentéral, un anti-diarrhéique, qui est préparé à partir d'une plante qu'en bambara on appelle bojara, et donc on a également l'hépatizane, une plante, l'hépatizane qui est un médicament pour tout ce qui est affection hépatique et des problèmes de digestion, que nous faisons à partir de ngolobé, mais avec une manière de préparer. On a le gastrocédal qui est préparé à partir de boyer, qui est une plante que nous cultivons au niveau de notre jardin. On a le malarial contre le paludisme qu'on prépare à partir de 3 plantes dont l'enganimba, qu'on trouve aussi, donc on l'appelle le kengeliba, qu'on cultive dans notre jardin, et puis le farmani aussi que nous cultivons dans notre jardin, et le mbalambala-kasako. Et en plus de ça, on a un laxatif, le laxacacia, que nous préparons également à partir de balibali. Et aujourd'hui, on a également une pommade contre les dermatoses, la pseudospermime pommade à partir de Karijakuma. Voilà, tout ça, c'est des plantes qu'on peut trouver dans la nature, mais 50% de ces plantes-là, on les cultive au niveau de notre jardin, qui a eu le prix. Voilà. Est-ce que le prix global de ces produits, ça varie de combien à combien? Bon, nous, au niveau de notre structure, nous faisons une production expérimentale pour servir les patients qui consultent à notre niveau. Nous ne sommes pas dans la production à grande échelle, mais les médicaments qui sont à notre niveau, ils sont appréciés et ils ont un prix concurrentiel. Le plus cher, c'est 1000 francs. Oh, d'accord. Ça, c'est intéressant. Vous avez évoqué quelque chose qui m'a rappelé. Très souvent, on le dit, en médecine traditionnelle, il n'y a pas de dosage. On m'a conseillé telle plante, je l'ai pris maintes et maintes fois et ça n'a pas fait effet. Je pense qu'avec ce que vous venez, la précision que vous venez de dire... La précision, les médicaments que nous faisons, c'est des médicaments qui sont sur la liste des médicaments essentiels. Quand vous prenez, il y a le nom de la plante et il y a les informations, les quantités, les posologies, la durée du traitement qu'il faut donner. Et il y a la dose en médecine traditionnelle. Il ne faut pas confondre mauvaise utilisation et il n'y a pas de dose. Et là, ça c'est un élément important de la tradition. Quand on va chez le tradithérapeute, on peut vous dire de prendre une poignée. Et chacun a sa dose. Il n'y a pas 2 poignées, ça ne donne pas le même poids. Et nous, dans la recherche, quand on dit une poignée ou une pincée de 2 doigts, de 3 doigts, nous allons peser. On met sur la balance. Quand on met sur la balance, on aura le poids d'une pincée. Et quand on fait passer 20 personnes, personne n'a le même poids. Donc, en médecine traditionnelle, chacun a sa dose. Chacun a sa dose. Donc, je ne dirais pas que de l'autre côté, on a les questions de comprimés. On doit se peser pour prendre les comprimés. Mais aujourd'hui, les gens ne se pèsent pas. Les gens ne se pèsent pas. Donc, quand on vous dit de prendre 2 comprimés, des médicaments, si vous prenez 4, c'est une mauvaise utilisation. Ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas donné la dose. Donc, en médecine traditionnelle, il y a bel et bien la dose. Et il y a aussi un autre élément qu'on donne, on dit souvent, on parle de toxicité. Non, la recherche permet, c'est pour cela que j'ai dit les plantes peuvent être toxiques. Le médicament même est un poison. En pharmacie, on dit c'est la dose qui fait la différence. Donc il faut savoir, si une plante est toxique, il faut savoir comment le préparer pour
que la partie toxique soit enlevée et que la partie utile soit donnée. Et ça, c'est l'art du pharmacien qui va le faire. Donc, c'est les chercheurs qui vont faire cela. Donc, il faut faire attention. On ne doit pas accuser comme ça, parce que c'est des mots qu'on lance contre la médecine traditionnelle. Mais non, nous voulons que les gens viennent dans un cadre professionnel. On est contre l'automédication, que ce soit la médecine traditionnelle, que ce soit la médecine conventionnelle, il faut s'adresser aux professionnels. Ouais. J'allais aborder ce dernier volet qui consiste, très souvent les traditionnalistes le disent, qu'au Irisina, il y a des plantes qu'il ne faut pas mixer ensemble. Et oui, bien sûr. Là-dessus... Oui, il existe, c'est pour cela j'ai dit, parce que les plantes contiennent des constituants. Et il faut, quand on mélange, on peut détruire. L'un peut détruire l'autre. Mais il y a aussi, en médecine traditionnelle, quand vous prenez un produit qui vous crée des problèmes, vous allez voir que le tradithérapeute, il connaît un antidote. Qu'est-ce qui peut corriger le problème que vous avez eu? Donc il y a beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas à la connaissance comme ceux-là de qui circulent. Bon, nous, aujourd'hui, il y a un autre élément important, la médecine traditionnelle. Nous sommes contre la publicité. Nous sommes contre la publicité. Même quand ça concerne Non, nous sommes contre la publicité. Nous voulons qu'on donne l'information pour que les gens aillent à la source, aux professionnels. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas, il y a eu un moment, nous sommes contre la publicité parce qu'on ne fait pas de publicité sur la santé. Et en médecine traditionnelle, c'est le résultat qu'on obtient. C'est le résultat qu'on obtient qui va permettre à un patient d'aller voir ce tradithérapeute. C'est ça aussi la tradition, mais ce n'est pas la publicité. Voilà, la publicité est un phénomène de vie qui, aujourd'hui, moi j'ai dit, la médecine traditionnelle est victime de l'urbanisation et de la monétisation. Tout à fait. Est-ce que, sur quelle plateforme on peut vous joindre? Est-ce que vous avez une page Facebook, Twitter sur laquelle on peut vous joindre, ou est-ce qu'il y a un numéro que les téléspectateurs peuvent avoir pour vous joindre? Bon, non, moi j'ai dit, je suis dans une institution de recherche qui est intéressée pour le moment. On invite aux gens à venir nous consulter au niveau de notre structure. Et il y a des spécialistes. Moi, je suis la responsable. Je suis la responsable, mais on a, comme j'ai dit, il y a des médecins qui consultent. Pour tout ce qui est question jardin, c'est des forestiers qui s'en occupent. On a un ingénieur des eaux et forêts et puis un technicien des eaux et forêts. C'est eux qui sont responsables du jardin. Et pour ce qui est de la question également de la production expérimentale, on a une équipe qui s'occupe de ça. Donc c'est toute une structure de l'État et que nous invitons les gens à fréquenter. Et quand ils viennent chez nous, on est en collaboration avec la Fédération malienne des associations de thérapeutes herboristes qui sont partenaires du ministère de la Santé. Ils sont membres du conseil d'administration de notre institut et donc on peut orienter les gens vers aussi les tradipraticiens qui sont spécialistes d'un domaine. D'accord. D'accord. Ceci est le mot de la fin où vous avez un remerciement ou un mot spécial. C'est le lieu de le faire. Bon, moi, pour cette quinzaine de l'environnement, je commence à vous remercier ici, parce que vous me donnez l'occasion de parler de ce que nous faisons. Mais je remercie la Fondation Santé et Environnement qui a lancé cette initiative, le Club des Amis de la santé et de l'environnement, et qui a voulu faire connaître, comme ils ont dit, et qu'il faut donner de la visibilité. Il faut donner la visibilité à des initiatives qui existent. Donc nous les remercions et également nous remercions les autorités, le ministre de l'Environnement qui a pris l'engagement science tenante de nous accompagner. Et donc ça c'est une très bonne chose. En fait, j'ai dit au ministre que j'étais en cours de route pour venir parce que je suis en train de voir les différents domaines qui peuvent être impliqués. Et nous remercions nos autres autorités parce que notre département aujourd'hui a été érigé à un institut national
qui va donner plus de visibilité, qui va nous permettre d'avoir accès à plus de moyens et valoriser la pharmacopée et la médecine traditionnelle pour sa contribution à la santé publique. D'accord. Merci, professeur Rokia Sanogo. Merci d'être passé sur le plateau de Faits marquants. Pour ma part, ce fut un plaisir de présenter cette émission et j'ai surtout retenu que la force de la plante réside dans ses racines et qu'également qu'il faudrait qu'on retourne à nos racines. Il s'agit de nos ancêtres et de notre culture pour avoir l'environnement qu'on a toujours souhaité. Mes téléspectateurs de Djoliba TV News, préservons les plantes pour notre bien-être et pour le bien-être du monde. Et j'espère vous retrouver beaucoup plus nombreux les prochaines fois. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et au revoir.